Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de PL Club, votre émission centrée sur le foot anglais, sur la Première Ligue. Et comme chaque semaine, nous allons préfacer les rencontres du week-end prochain. Ce sera déjà la 14e journée et à mes côtés pour cette émission, Jean-François. Ça va Jean-François ? Ça va bien. Julien, tout va bien ? Philippe, super. Comme d'habitude. Et avec nous aussi, ça aussi c'est une vieille habitude, Christian Skakel, ce qui est là-bas à distance avec sa base de données vision du jeu pour nous éclairer sur les forces, les faiblesses aussi, sans doute des équipes dont nous allons parler. Salut Christian. Bonsoir messieurs. Alors la Première Ligue nous a une nouvelle fois fait vibrer. Le week-end dernier, on a eu de bons matchs, on a eu des matchs avec des retournements de situation et un nouveau leader, Jean-François. Oui, ça va encore changer. Donc oui. Non, vous pensez pas ? Il y a en tout cas un calendrier favorable pour Arsenal. Ils jouent Wolverhampton, puis ils vont à Luton. Si vraiment Arsenal veut avoir des idées claires pour cette saison, c'est maintenant qu'ils doivent envoyer le message, qu'ils sont faits pour rester. Ils pourraient rester quelques semaines. Je leur souhaite. J'avais en prévision qu'on démarrait un mois de janvier, qui est souvent un mois difficile. Enfin, décembre, janvier, et puis on fera le point juste derrière. Et on sait aussi que Man City a souvent une évolution qui va vers le haut dans la deuxième partie de saison. Donc c'est pour ça que je dis, mais oui, bravo Arsenal, ils sont là pour l'instant au bon moment, à la bonne place. Alors on le disait, on a eu de beaux buts, de très très beaux buts, 34 buts au total. Voici les plus beaux buts enregistrés le week-end dernier. Now it's Dalot and Garnacho! That is of the very highest order. Fabulous run here by Elise. Back on his left side. Oh my goodness! Quality with a capital Q. What can Chelsea offer here? James walks away. Raheem Sterling! A fantastic finish from Sterling. Kudus with the ball over. And in it goes! Thomas Souček! Salah. It was hit by Trent Alexander-Arnold! Back to 1-1. Gross finding far more room now. Ferguson. Beautifully done. Magnificent finish by Evan Ferguson and Brighton a level. Bellegarde, and the header is tucked away very nicely by Cunha. On avait parlé de beaux buts. Bon, le plus beau, évidemment, on est tous d'accord, c'est celui de Garnacho. On a tous rêvé de marquer un but pareil. Enfin, vous avez peut-être marqué un but pareil, mais c'est exceptionnel, ça. Hein, ça arrive une fois tous les 5 ans. Surtout de la distance du point de pénalty, ça c'est quand même assez rare. Quand même. Allez, Christian, vous avez apprécié aussi tous ces buts. Et puis, on va passer maintenant aux faits marquants. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement de la rencontre, des rencontres du week-end dernier ? D'abord, Tottenham, c'est 0/9. Donc, malheureusement, on l'avait un peu prédit. C'était très bien d'avoir tenté quelque chose avec contre Chelsea, mais après, voilà, malheureusement, ils ont 3 matchs consécutifs sans victoire. La bonne performance de Man United pour le moment, avec 15/18, mais c'est seulement contre des équipes en dessous du top 10, parce que le seul match contre une équipe du top 10, ils l'ont perdu 0-3 contre Manchester City. Les 6 défaites consécutives de Burnley, ça on va en parler dans l'émission. Arsenal qui est leader avec 14 buts de plein jeu. Alors j'ai regardé à la même époque, c'était juste avant la Coupe du Monde. Ils avaient déjà plus de 21 buts rien qu'en jeu dominant placé, alors qu'ils sont à 11 maintenant. Donc il y a vraiment un changement dans le système. Et puis alors les 9 victoires pour Aston Villa contre Arsenal et Manchester, enfin au même niveau que Arsenal et Manchester City, ça c'est vraiment un vrai exploit. Aston Villa qui est la belle surprise de ce championnat jusqu'à présent. Allez, on passe à notre première affiche et comme c'est le cas de temps en temps, on ne va pas s'intéresser tout de suite au haut du classement, mais à la lutte pour le maintien.
Burnley face à Sheffield, ce sera samedi à 16h. Ce sera le fil rouge de notre émission Goals of the Day. Deux équipes qui sont en grande difficulté. Burnley dernier avec 4 points. Sheffield 18e avec 15 points. Évidemment, entre les deux, il y a aussi Everton, 14 points. 5 points, oui. Parce que 15 points, oui, 15 points, ils aimeraient, je pense. 5 points, pardon. Entre les deux, il y a Everton qui a perdu 10 points, on le sait. C'est un duel qui est quand même déjà d'une importance capitale, Jean-François. Turf Moor a besoin d'une victoire, absolument. Donc là, il est temps que les joueurs de Vincent se réveillent. Donc gros week-end pour eux. Ça va être compliqué. On a montré dans les faits essentiels qu'il reste sur 6 défaites et il est temps de réagir. Christian, on va d'abord parler de Burnley, évidemment, l'équipe de Vincent Kompany, analyser avec vous les faiblesses de cette équipe. Il y a d'abord l'aspect offensif, 10 buts en 13 matchs. C'est la moins bonne attaque de Première Ligue. Oui, et c'est étonnant parce que le modèle qui est mis en place est un modèle offensif. En fait, il veut absolument s'imposer dans le camp de l'adversaire. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, il fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour une équipe qui doit se sauver. C'est-à-dire qu'il faut marquer sur des transitions rapides et il faut marquer sur des phases arrêtées. Comme on le dit souvent, c'est à la portée de tout le monde. Et lui, en fait, il marque sur le jeu dominant placé et le jeu dominant rapide. Donc, c'est un peu à l'envers, en fait. Et malgré tout, malgré qu'il fasse ça, il est la plus mauvaise attaque. Donc, c'est une double inquiétude. C'est l'inquiétude de ne pas respecter les paramètres. Alors peut-être qu'il va être l'exception à la règle et inventer quelque chose de différent et révolutionner la Première Ligue dans ce domaine-là. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ils ont marqué des très beaux buts, mais comme on va le voir après, ça n'engendre pas de victoire, donc c'est pas très bon pour le moment. Trop ambitieux, Vincent Kompany, par rapport à la qualité de son groupe ? Oui, peut-être. En tout cas, il a des idées, il les met en application. Pour être peut-être rassurant, vous avez montré les images de la victoire à Luton. C'était aussi un match à 6 points. C'était un match en retard qu'ils avaient joué. Ils se sont imposés là-bas. Ils ont mené 2 fois dans cette rencontre. Donc voilà, les finales, on va dire, parce que c'est déjà une petite finale cette semaine. En général, il les gère plutôt bien. Et à mon avis, là-dessus, Kompany est peut-être fort. C'est le message, peut-être la capacité à tirer le maximum de son équipe. Vous le connaissez bien, Vincent Kompany. Oui. Alors, il a ses certitudes. Je ne pense pas qu'il en mangera beaucoup. Est-ce que ce sont des bonnes certitudes ? Ça reste. Je pense qu'il faut aller quand même. Faut voir la réalité. Faut écouter, ce que dit Christian. Il y a la réalité aussi de ce que Christian nous montre en chiffres, et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème sur cette attaque de marquer seulement 10 buts. De plus que Foster était absent, donc pour moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu le profil des attaquants. Il n'y a pas vraiment un attaquant qui est un attaquant de surface qui peut être présent et qui peut être moi, je suis pas séduit, en tout cas, par les nouveaux arrivés. Mais déjà, Anderlecht, les attaquants qu'il choisit ne sont pas toujours des vrais profils. Il fait 15 transferts à l'intersaison. On ne peut pas dire que sur les 15 transferts, il y a une réussite absolument incroyable. 15 et plus, même avec des retours de prêt, etc. Donc, il cherche un peu encore. On voit son équipe a évolué là dans les dernières semaines. Il a enlevé, il avait fait confiance très longtemps à Cullen. Il l'a enlevé lors du dernier match. Al-Dakil était un peu absent, un peu blessé, et en même temps un peu aussi mis sur le côté. Et puis, il cherche un peu, il remet un peu des Brownhill qui avait joué la saison dernière. Il est encore un peu en train de tourner. C'est difficile de garder la même équipe quand les résultats sont comme ça. Oui, bien sûr. Mais alors après, là où je rejoins Julien, c'est qu'évidemment, la particularité, à mon avis, de cette saison-ci, c'est que les montants sont plus faibles que les autres. Voilà, c'est comme ça. Et quelque part, il y a un petit mini-championnat là en dessous. Donc, quelque part, il y aura ces matchs-là à gagner. Et en gagnant ces matchs-là, c'est-à-dire face à Luton, face à Sheffield, à l'aller, au retour, et éventuellement un exploit par-ci, par-là, il y a peut-être moyen quand même d'aller chercher un sauvetage in extremis. Donc, d'où l'importance évidemment de la rencontre de ce week-end. Particularité de cette équipe de Burnley aussi, Christian, c'est que sur 13 matchs, elle a pris 7 fois l'avantage, et c'était encore le cas le week-end dernier face à West Ham, pour finalement quasi tout le temps s'incliner. Oui, dans la préparation de l'émission avec Jean-François, je lui disais que j'allais utiliser cette métaphore de la partie de poker. Je crois qu'en fait, Kompany rentre dans une partie de poker et il veut jouer toutes les mains et il veut gagner toutes les mains. Et donc, il prend l'avantage jusqu'à quand on arrive à la rivière, et à la rivière, il perd en fait finalement. Et donc, on le voit cette saison, donc sur les 10 buts marqués, il a pris 7 fois l'avance avec son équipe. Ce qui fait en fait qu'il a en fait la moitié des matchs, on le voit dans la liste. Il a commencé le match comme s'il avait reçu un but d'avance. Il a commencé avec 1-0, sauf qu'au final, en fait, il n'a pris que 4 points. Donc, il y a une ambition d'être
de développer un jeu, de montrer quelque chose de positif. Voilà, ici, on le voit, il y a des jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualité et qui ont beaucoup d'ambition et d'envie. Mais au bout du compte, c'est de la compétition. Et la compétition, c'est gagner. Et donc, pour gagner, il faut prendre des points. Alors, il a des attaquants. Bon, Lil Foster, on en parlera par après, elle a un petit problème pour le moment. Mais J. Rodriguez, c'est un attaquant qui a de l'expérience. Il a Amdouni, qui était un cadre dans le championnat suisse. Alors, est-ce que ça suffit pour jouer en première ligue? Enfin, il a quand même de quoi faire. Ouais, je dirais juste qu'effectivement, comme le dit Christian, ils ont cette bonne habitude de marquer les premiers. Bon, voilà, on peut peut-être mettre ça sur l'idée d'un coaching. Peut-être que, voilà, à 0-0, peut-être qu'ils respectent ce que les demandes du coach et ils parviennent à marquer ce but. Maintenant, il faut réussir à fermer le résultat et partir effectivement avec 3 points. C'est une équipe qui n'est pas capable de tenir un résultat, mais c'est un gros problème, évidemment. Non, parce que c'est un fait. Donc là, c'est chiffré, c'est facilement visible. Moi, je ferai juste 2 petites remarques. La première, c'est que je trouve quand même qu'ils ont eu pas mal de faits contre eux. Penalty, voilà, etc. Même quand je vois la phase ici, je me dis, bon, allez, franchement, c'est pas évident du tout. Voilà, il y a la défaite à Bournemouth qui a fait couler beaucoup d'encre. Exactement. Et puis, je dirais un truc, et ça, Christian, de toute façon, va le compléter, c'est que dans le jeu rapide, qu'il soit offensif ou défensif, ça ne va pas. Voilà. Moi, je me contente de dire ça, mais lui, il vient de le montrer dans le jeu offensif. Le problème, c'est que dans le jeu défensif, c'est la même chose. Ça ne va pas non plus. Donc, est-ce que ça signifie pour ça que quand ça va un peu vite, ça ne va plus? Ça, j'extrapole peut-être un petit peu, mais il y a quand même un problème avec le jeu rapide. À la décharge aussi de cette équipe de Burnley, Christian, elle est privée, et Jean-François en a parlé déjà il y a un petit instant, elle est privée de son élément offensif sans doute le plus intéressant, c'est Lyle Foster, qu'on a connu au Cercle, qu'on a connu à Westerlo. Ça fait un mois qu'il ne joue plus. Mais non, j'avais lu et j'avais été étonné parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ils l'ont prolongé. Donc, ils ont prolongé son contrat, donc c'était une marque de confiance. Alors, il était le meilleur buteur, je crois, avec 3 buts et 2 assists, donc c'était un joueur très important, donc il a des qualités. Mais le problème, voilà, il y a des choses qui surgissent maintenant. On voit qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ont des problèmes à gérer mentalement une carrière de football, la pression, l'enchaînement des matchs. Et aujourd'hui, on en parle, et donc ils ont décidé de l'aider et de l'aider à se soigner. Et donc, pour le moment, il est un peu en revalorisation entre guillemets mental. Il essaye de trouver une porte de sortie pour essayer de gérer cette pression et de pouvoir être vraiment optimal dans ses matchs et être à la hauteur de la confiance qu'on lui donne. Beaucoup de choses se passent dans la tête, Jean-François. Quand on est footballeur, on joue avec les pieds, mais énormément. En fait, le mental influe sur tout. Sur votre envie de faire des efforts, sur votre envie d'écouter, sur votre envie de comprendre le message, sur votre envie de vous appliquer, sur la concentration, Voilà, c'est à la base de tout. Ça nourrit tous les autres aspects du jeu. Donc forcément, oui, le mental est hyper important. Je voudrais aussi quand même rajouter, parce qu'on signale de manière très générale aujourd'hui, on en reparlera notamment quand il s'agira de Manu un peu plus tard, le problème, c'est aussi qu'on joue de plus en plus. Et que même des équipes comme ça, qui ne sont pas armées nécessairement, il faut oublier qu'ils jouent des matchs de coupe de la Ligue, de ceci, de cela. Et donc, à un moment donné, on est vite usé. Donc, c'est un problème, je trouve, aujourd'hui, un peu partout. Beaucoup de blessés. On l'a vu aussi après la trêve internationale, le nombre de joueurs qui sont revenus. Mental ou physique, Oui, mental ou physique, parce que tout est lié, mais le nombre de blessés après les rencontres internationales est vraiment de plus en plus important. Au niveau défensif, Christian, Burnley, c'est pas beaucoup mieux quand même. 32 buts encaissés, c'est l'avant-dernière défense. La moins bonne, c'est Sheffield. Ils encaissent comment les protégés de Vincent Kompany? Jean-François l'a dit précédemment, ils ne sont pas bons dans le jeu rapide offensivement, mais ils ne sont pas bons dans le jeu rapide défensivement non plus. C'est très bizarre parce que c'est une équipe qui devrait pouvoir à un certain moment faire le dos rond et devoir encaisser, s'ils encaissaient des buts, ça devrait être plus sur du jeu dominant placé. Or, proportionnellement, avec 12 buts, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux 32 buts encaissés. Par contre, regardez, le jeu placé vers rapide, c'est 5, et alors la transition rapide, c'est 9. Alors là, si on regarde ce panneau, on se dit, c'est une équipe qui est vraiment dominante et elle n'est pas bonne à la reconversion. Alors, est-ce que ce n'est pas une équipe du top 6, une équipe du top 5 qui a quelques difficultés à gérer cette transition? Mais non, c'est les derniers du championnat. Et cette équipe, en fait, encaisse beaucoup trop sur le jeu rapide. Tout est à l'envers, en fait. Tout est à l'envers au niveau offensif, et tout est à l'envers défensif.
Donc, je ne sais pas par quoi il faut commencer. Si j'avais la responsabilité de ce groupe, je commencerais plutôt par une assise défensive et je construirais petit à petit. Mais là, pour le moment, c'est le contraire à tous les niveaux. Donc, voilà, j'espère qu'il va rectifier ça. Dans My Premier League, avec l'assistant de Vincent Kompany et Floribert Ngaloula, on avait signalé le mois dernier qu'énormément de défaites étaient dues à une erreur individuelle, comme on vient de voir ce premier but à Palace, où le défenseur en Premier League ne peut pas perdre un ballon pareil, parce que derrière, ça fait 0-1 et puis c'est terminé la rencontre. Donc je pense qu'aussi, ça il faut le dire, peut-être la qualité individuelle dans le groupe n'est quand même pas glorieuse. Et Jean-François en a parlé, c'est vrai, en Angleterre, ça a été dit. Maintenant, la réputation en Angleterre, c'est vraiment de dire, voilà, on a les 3 pires promu de l'histoire. Et donc, voilà, finalement, parce qu'il parlait d'Everton qui a eu 10 points de moins, il se demandait si la Premier League n'avait pas fait en sorte de punir Everton pour lancer un peu de suspense en bas de tableau, parce qu'effectivement, on disait que ça allait se jouer à 4 pour 3 places. Là, maintenant, avec Everton, il risque peut-être d'avoir un cinquième club en danger. Mais c'est sûr que les 3 promus, c'était pas glorieux. Alors, parmi les promus, il y a donc Sheffield aussi. On parle de cette équipe à présent. Ça ne va pas beaucoup mieux de ce côté-là non plus. Un petit point de plus que Burnley. Il y a eu une lueur d'espoir avec 4 points pris en 2 matchs contre Wolverhampton et Brighton. Et là, patatras, défaite contre Bournemouth à domicile en plus. Ce sont des matchs où il faut prendre des points. Oui, mais je vais assez vite laisser Christian s'exprimer là-dessus, parce qu'en fait, vous retrouvez à peu près une similitude avec ce qu'on vient de voir par rapport à Burnley. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une équipe qui a des problèmes dans le jeu rapide. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça signifie... Parce que là, évidemment, il ne faut pas se cacher non plus derrière les erreurs individuelles. Hein. C'est un peu, je trouve que dans l'analyse, c'est « Ah oui, il y a une erreur individuelle ». Non, c'est pas que ça. Non. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le jeu rapide pose problème. D'accord. Et ça, il ne faut pas mais ça fait partie, on est d'accord. Voilà, ça fait partie. Mais il y a des similitudes, en fait, entre les deux équipes. Et je pense que peut-être que Burnley peut, dans ce match aussi, passer un petit peu au-dessus, justement, par la maîtrise. Ce sera un match tout à fait particulier. Hein. C'est un match presque à mettre à part de ce qui se passe en Première Ligue aujourd'hui. Un autre championnat. Un autre championnat, un championnat à 3 ou 4. 11 buts marqués pour Sheffield. Christian, c'est un petit but de plus que Burnley. Donc on va dire effectivement le total est quasiment identique. Un petit point de plus, un petit but de plus. Donc ça va jouer sur des détails. Mais ce qui est très intéressant à voir ici, c'est, voilà, une fois de plus dans la préparation avec Jean-François, ce matin, on en a discuté, c'est vous prenez Kompany et le choix de jeu, vous prenez l'entraîneur de Sheffield et le choix de jeu. Vous les comparez et vous dites, oh là là, l'un vient de l'école Guardiola, c'est le beau jeu, c'est la mise en place, c'est le romantisme. Et l'autre, on se dit, c'est une équipe de mid-classement de Championship. Mais en fait, les résultats sont les mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un point de différence, il n'y a qu'un but de différence et il n'y a que 2 buts de différence sur les buts encaissés. Et donc, en fait, on a la perception de la réalité qui fait que on croit que l'un est en train de développer quelque chose et l'autre pas. Mais en fait, au bout du compte, en termes de résultats, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne marque pas assez sur des reconversions rapides et il ne marque surtout pas sur des phases arrêtées. Pour une équipe qui vient de Championship, qui a dû se battre pour pouvoir monter, ce sont vraiment des critères très importants qu'ils ont appris là. Donc, ça devrait faire partie de leur modèle. Peut-être que le standard défensif en Première Ligue est peut-être beaucoup plus haut et que c'est plus difficile de tromper les adversaires. Mais en tout cas, autant Sheffield que Burnley, dans ces conditions-là, ils n'ont aucune chance pour se sauver. Non. Et les deux équipes aussi ont un gros souci dans les fins de match, dans la dernière demi-heure. Parce que si ce n'est pas exceptionnel dans la première heure de jeu, dans la dernière demi-heure, c'est de plus en plus compliqué, semble-t-il. Mais c'était aussi une des interrogations ce matin en préparant l'émission. On s'est dit, mais comment est-ce possible que ces équipes-là perdent pied dans cette dernière demi-heure? Alors, Sheffield est un peu meilleur parce que vous voyez, ils ont quand même marqué 7 buts dans la dernière demi-heure, mais Burnley n'a marqué que 2 buts. Donc, ça veut dire, évidemment, ça confirme ce momentum de début de match où on est impressionnant pour Burnley et puis après, ça s'étiole et ça s'effondre complètement. Et regardez le nombre de buts encaissés. 16 buts encaissés et 15 buts encaissés dans la dernière demi-heure. C'est-à-dire que ces équipes, en fait, s'écroulent complètement. Donc, ils n'ont pas l'aspect mental, ils n'ont pas l'aspect physique et ils n'ont pas l'aspect du jeu et le respect des modèles pour pouvoir se sauver. Il n'y a pas grand-chose à dire de positif jusqu'à présent. Non, et beaucoup de choses est dites avec ce tableau de la dernière demi-heure parce que c'est la moitié de leurs buts, tout simplement, qui sont encaissés sur 30 minutes. Alors voilà, est-ce que c'est nouveau mentalement qui lâche? Est-ce que c'est physiquement? Je pense que c'est un peu de tout.
Ce qui est sûr, c'est que le match que Sheffield a fait contre Man United à domicile, Sheffield fait une super première mi-temps. Il me semble que c'est 0-0 à la pause. Et on se demande si Sheffield va pas faire... Bon, le Man United n'était pas au top à ce moment-là, mais et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils remontent sur la pelouse et ils sont méconnaissables. Donc ça, c'était très curieux ce jour-là. Ok, en tout cas, ce sera un match très très important, donc samedi entre Burnley et Sheffield. Et à présent, on va remonter un petit peu au classement. L'affiche dont on va parler maintenant, c'est Newcastle-Manchester United. Les Magpies face aux Red Devils, ce sera samedi à 21h, 2 équipes qui étaient dans le top 4 la saison dernière, mais qui pour l'instant n'y sont plus. C'est le 7e face au 6e, et là aussi c'est un match important parce qu'il ne faut pas décrocher. Non, petite remarque préalable, les deux ont joué en Ligue des Champions cette semaine. Ont partagé en Ligue des Champions. Se sont déplacés tous les deux. Paris pour l'un, Galatasaray pour l'autre. Donc L'UEFA fait bien les choses pour équilibrer. Voilà. Et deuxième petite remarque. Mentalement, les deux équipes ne sortent pas de la même manière. Là où Newcastle, même s'ils encaissent un penalty en fin de match, on va dire que c'était quand même un bon résultat d'aller chercher. Là où du côté de Man United, à nouveau, Eric Ten Hag est encore ciblé parce qu'ils mènent dans cette rencontre et ne peuvent jamais perdre des points. Ils sont derniers du groupe en Ligue des Champions. Rien n'est joué, mais ils sont derniers du groupe. Voilà, c'est un choc qui a eu lieu en Coupe de la Ligue. 0-3 pour Newcastle. C'est vrai. Newcastle reste donc sur 2 résultats intéressants, 4-1 contre Chelsea et donc le partage à Paris, un but partout en Ligue des Champions. Bon, c'est quand même une performance d'aller à Paris, de faire 1-1 et finalement de passer tout près de la victoire. Et pourtant, en déplacement en Première Ligue, c'est pas ça du tout du côté des Magpies. Voilà, on était avec Jean-François la semaine passée, on a parlé de Liverpool, d'Aston Villa qui n'était pas bon en déplacement. S'il y a une autre équipe qui n'est absolument pas bon en déplacement, c'est Newcastle. Et donc, voilà, on peut être à la porte du top 6 avec un bilan comme ça en déplacement. On l'a vu avec Manchester City l'année passée, on l'a vu on va le voir plus tard avec Manchester United qui lui c'est contre le top 10 en général. Voilà, on peut se permettre d'avoir de grosses carences en Première Ligue dans certains domaines. Et là, vous le voyez, regardez la différence entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Il n'y a pas photo. Aller à St. James Park, c'est compliqué. 18 sur 21 et encore, c'était dans ce fameux match contre Liverpool où il menait jusqu'aux 2 buts de Núñez. Mais par contre, en déplacement, voilà, c'est inadmissible, quoi. C'est pas possible. À part un 0-8 à Sheffield où tout le monde a gagné, tout le reste, il y a pas une victoire. C'est pas normal, ça. Ouais, moi j'étais au commentaire de Bournemouth Newcastle. Ils étaient là aussi méconnaissables. C'est pas le Newcastle qu'on voit chaque semaine et ils vont se déplacer à Bournemouth. Alors d'accord, Bournemouth joue son maintien, joue beaucoup de choses, mais à un moment, avec le talent qu'il y a dans ce noyau, même avec des absents, Newcastle doit être capable de sortir des bons résultats de ce genre de déplacement. C'est peut-être l'équipe. L'une des grosses équipes de Première Ligue qui a la plus grosse différence entre ce qui se passe à domicile et à l'extérieur. Oui, c'est clair. Oui, je trouve pour cette équipe de Newcastle, de toute façon, la question ne se pose pas ce week-end, ils jouent à domicile. Donc, on peut oublier, bien sûr qu'il faut le signaler, mais voilà, ils jouent à domicile, ils jouent chez eux. Non, j'ai simplement, par rapport à cette équipe-là, c'est une équipe qui évidemment est en progrès, mais qui n'est pas encore armée pour, à mon avis en tout cas, pour aller titiller les 5 grands... Premier objectif, c'est le top 4. Oui, mais voilà, donc il ne faut pas oublier les objectifs des uns et des autres. Ils l'ont déjà fait l'an dernier, donc maintenant, c'est normal qu'ils sont plus gourmands. C'est un bel objectif, ils sont là, il leur manque encore sans doute l'une ou l'autre chose pour pouvoir vraiment se mêler la lutte pour le titre. Ce sera pour les années à venir, sans doute. Mais ici, voilà, je trouve que c'est une équipe qui fait le job quand elle est à domicile, plus que convenablement. Mm-hmm. Et dont les qualités offensives sont intéressantes. 31 buts marqués, Christian, c'est la 2e attaque de Première Ligue. Il n'y a que City qui a fait mieux. On a parlé des anomalies de Burnley et Sheffield en termes de choix de jeu offensif. Et là aussi, il y a une anomalie incroyable, mais ça fonctionne pour le moment. C'est le bilan offensif à domicile. Alors, on va le voir sur le tableau. Regardez, c'est une équipe qui a marqué 4 buts sur 18 en jeu dominant placé et 1 but sur phase arrêtée. Donc, en fait, c'est une équipe qui marque à domicile comme elle devrait marquer en déplacement. 7 buts de jeu placé vers rapide et 4 buts sur transition rapide. Là, pour le moment, on a l'impression qu'il y a quand même des modèles parfois qui
qui marchent sur leur tête en fait parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il y a. Regardez ici, il y avait une construction, hop, et puis il y a une balle qui vient derrière. Ils ont cette faculté de placer vers rapide. Alors ça c'est très bien, mais en termes de jeu dominant placé, on a vu ce qui se passait avec Aston Villa, on a vu ce qui se passait avec Arsenal, on a vu ce qui se passait avec Manchester City. Ces équipes du top doivent absolument être plus compétents dans le jeu dominant placé et sur les phases arrêtées parce qu'ils ont des données, ils ont Trippier, qui s'est donné des assists, ils doivent être forts dans ces domaines-là et ils ne le sont pas et pourtant ça fonctionne. Donc c'est intéressant à voir s'ils vont garder ce même profil-là ou est-ce qu'ils vont évoluer. C'est du pragmatisme, je veux dire, pour l'instant, côté Newcastle. Oui, je voulais juste revenir sur le fait qu'en ce moment, il joue avec un jeune gamin de 17 ans, évidemment, pour pallier la suspension de Tonali. Donc voilà, c'est peut-être là aussi à mettre quand même en perspective. J'y pense parce que c'était la première fois qu'il jouait lors de la défaite à Bournemouth. Peut-être que ça a une explication ce jour-là. Cela dit, il y a beaucoup d'absents dans d'autres équipes. Bien sûr, bien sûr. Pas un manque de moyens. Hein. Pas de moyens, mais ils estiment qu'il manque des joueurs et donc c'est pour ça qu'ils espèrent pouvoir attirer des joueurs en prêt venus de l'Arabie Saoudite cet hiver. Ici en janvier. Allez, on passe à Manchester United. On l'a dit tout à l'heure, 15 points sur 18, c'est quand même un bon total récemment. Une victoire 0-3 à Everton le week-end passé. Une défaite en 6 matchs, c'était évidemment la défaite dans le derby. Le 3-3 à Galatasaray dont on a parlé en Ligue des Champions. En Première Ligue, sur les dernières semaines, c'est un bon bilan, Christian. Mais il y a un mais, je crois. Un excellent bilan, mais quand on a observé les victoires contre qui c'était, c'était contre toutes des équipes du bottom 10. Et donc, le seul match qu'il y avait contre le top 10, c'était contre Manchester City et ils l'ont perdu 3-0. Regardez ce tableau. Voilà, ça, c'est le bilan de Manchester United contre le top 10 cette saison. Est-ce qu'on peut revendiquer quelque chose ? Ben oui, ils sont dans le top 6. Donc, voilà. Tout est bizarre. Voilà. Il y a des choses, il y a des paramètres qui changent. Il faut les observer. Et il faut voir si ce sont des accidents de parcours ou si c'est des choses qui vont se confirmer dans le futur. On est au mois de décembre, ils ont joué 4 équipes du top 10. Drôle de calendrier quand même. Oui, c'est vrai. Et je voudrais signaler, parce que je parlais tout à l'heure, c'est le moment de le dire, je crois que, parce que Manchester United, pour le coup, c'est une équipe qui est vraiment touchée par les blessés. 9 blessés dans le noyau de Manchester United, c'est évidemment énorme. Et là aussi, on change, on met autre chose. C'est une obligation, évidemment, de par les blessures. Mais ils sont là. Ils sont là, malgré tout. Ou ils sont et pas tout là. est encore possible. Ou ils sont pas là. Non, mais avec le 15, mathématiquement, je veux dire, pour l'instant. Parce que d'accord, les blessés, mais là aussi, je vous reprends sur quand on voit le bilan, le responsable, le coach a quand même là aussi une part de responsabilité ou pas du tout ? Ah bien sûr que le coach... Enfin, j'en sais rien. Sur quoi ? Sur les blessures ? Non, sur le bilan catastrophique face au top 10. Oui, enfin, c'est-à-dire forcément que... Parce que s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, encore une fois, ça va être pour la suite, en tout cas, de la Ligue des Champions. Il va encore être... je lui souhaite de faire un bon résultat. Oui, mais l'année dernière, on a fait toute une série de remarques sur les manquements de Man U. Ils ont terminé dans le... 3e. Voilà. Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va se passer cette année-ci sera presque de façon magique, effacé par une éponge, magique pour le coup, s'ils sont là à la fin de saison. C'est ça qui comptera. Mais là, il doit faire un résultat Newcastle. C'est une évidence qu'aujourd'hui, il est temps de faire des résultats contre des équipes mieux classées. Quoi. Il y a un problème offensif, Christian, même s'ils ont marqué 3 buts en Ligue des Champions cette semaine. 16 buts marqués en 13 matchs de Première Ligue. C'est la 12e attaque du championnat. Ça, c'est quand même compliqué aussi. On parlait de la progression de Newcastle et la future progression peut-être dans les saisons à venir, mais eux, en fait, ils régressent en termes d'apport offensif. Ils ont perdu toute leur force par rapport à la saison passée. On l'avait déjà montré dans une des émissions il y a 2 ou 3 semaines. Voilà, regardez l'évolution. Il y a une chose qui a changé, c'est qu'ils ont marqué un but sur face-à-face et un but sur jeu placé vers rapide. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont amélioré depuis la dernière émission où on a parlé d'eux. Regardez les bilans, ils étaient à 15-2, 15-2 et puis les meilleurs 23 sur face-à-face. Cette équipe, en fait, ne peut marquer que sur du placé et des buts exceptionnels. Sinon, pour le moment, il n'y a pas de... Voilà, je crois qu'il y a 5 ou 6 victoires avec 1-0. Voilà, il faut attendre un penalty pour que Rashford nous marque un but cette saison. Donc, voilà, il y a probablement des occasions, mais ça confirme en fait votre discussion d'il y a 2 minutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
pour terminer 3e en Première Ligue, 4e, 5e, on peut avoir de grosses carences dans de nombreux domaines. On peut ne pas être bon, mais voilà, il faut gagner 1-0 et prendre 3 points. Ça, c'est la seule chose qui compte à la fin de la saison. Étonnant quand même le manque d'efficacité des attaquants spécifiques de Manchester United contre Galatasaray. C'est Garnacho, Fernandes, McTominay encore qui marquent. Les buteurs ne marquent pas. On a fait la remarque, je pense, il y a 2-3 semaines dans l'émission aussi, où on parlait de l'argent dépensé. Oui. En termes de transfert et de salaire, en comparaison avec ce qu'il y avait comme rentabilité offensive. Rapport qualité-prix. C'est catastrophique pour le coup. Allez, encore un mot avant de conclure cette émission, parce qu'on avance déjà rapidement dans notre PL Club. On va quitter donc ce match entre Newcastle et Manchester United, pour parler des autres joueurs de Manchester, ceux de City, qui vont quand même livrer un match très très important aussi, une belle affiche face à Tottenham. City face à Tottenham, dimanche à 17h30. Ce sera avec vous, je pense, Jean-François ? Oui, avec Bruno. À deux. Ok. Deux équipes qui ont perdu quelques plumes quand même ces derniers temps. 2/6 pour les uns, 0/9 pour les autres. Julien. Oui. Petite baisse de régime quand même. Hein. Quand même. Bon, après, quand on voit la rencontre, vous avez commenté avec Bruno samedi, pour le même prix, City s'impose. Mais bon, ils ont quand même lâché un petit peu, suffisamment pour Liverpool revenir dans ce match. Et je voulais faire référence au match de mardi soir, je pense, où City a quand même connu là aussi des coups de stress face à Openda. Donc voilà, ça maintient ce que je disais il y a quelques semaines. Je ne vois pas City champion parce que City est beaucoup plus fébrile défensivement par rapport aux années précédentes. Il n'y a rien à faire. Et en Angleterre, on parle d'un possible jugement quand même, comme à l'image d'Everton dans les semaines prochaines, peut-être des déductions de points. Donc je pense que ça ne sera pas pour City cette année. Ils vont jouer le maintien. C'est pas ça. Il aime bien se projeter dans Ouais, j'aime bien les suspects. Des prédictions, c'est un prédicateur. Non. Est-ce qu'il a toujours raison ? Je ne sais pas. Non, mais non. L'horloge donne toujours 2 fois l'heure par jour, c'est pas ça. Non. Mais j'ai juste envie de dire à propos de City qu'en effet, là je rebondis sur ce que Julien disait, quelques indications dans le match face à Leipzig, quand ils sont face à ce type d'attaquant qui prend la profondeur et qui comme c'est le cas d'Openda, est précis et ça les gêne quand même, ça les embête. Alors je veux bien que c'est difficile à défendre. C'est pas de City, City, hein. Mais d'accord. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand vous vous contentez de dire qu'à la course, c'est Diaz contre Openda, c'est perdu d'avance. Openda va gagner. Et donc, vous devez faire quoi ? Vous devez l'anticiper. Vous devez mettre votre défenseur dans une situation plus confortable que de se retrouver dans un 1 contre 1 en vitesse contre Openda. Voilà. Encore une petite infographie, Christian, comparative des 3 derniers matchs des 2 équipes en présence, c'est-à-dire City et Tottenham, pour confirmer peut-être ce que l'on vient de dire. Le mois de novembre est toujours un mois assez compliqué puisque c'est un mois de compensation dans la récupération et on voit aussi parfois des choses qui ne se passent pas à d'autres moments de la saison. Et donc quand on a fait le comparatif, on a vu quand même que Manchester City, alors avec un Doku qui est en forme et quand même une production offensive sur les 3 derniers matchs qui est restée à la hauteur, mais ils ont encaissé 6 buts. Les 2 buts en Ligue des Champions, ça fait quand même 8 sur les 4 derniers matchs, c'est quand même beaucoup. Mais c'est Tottenham surtout en fait qui s'effondre malgré qu'ils ont quand même un jeu qui est encore chatoyant, qui est encore offensif avec un peu moins de réussite. Mais là, en fait, on revient à une certaine réalité. On a voulu tenter quelque chose contre Chelsea, ça ne s'est pas bien passé. Et puis depuis lors, ce n'est plus que 3 buts marqués et 8 buts encaissés. Donc cette équipe souffre pour le moment. Et c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller à City. Une équipe aussi, Jean-François, qui est en difficulté par rapport à ses nombreux blessés. Ouais, je voulais rebondir là-dessus. Tottenham, et sur des faits de match aussi. Ils loupent des occasions, c'est vrai, il y a des buts annulés pour 2,5 cm. Pour le même prix, le bilan est tout autre. Hein. Oui. Quand on regarde aujourd'hui, le problème de Tottenham, c'est qu'il démarre sa saison avec un 4 défensif qui est tout neuf et un gardien qui est tout neuf aussi. Et puis là maintenant, il perd contre Chelsea, il perd Romero sur carte rouge, il perd Van de Ven sur blessure à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils prennent tous les buts.
Et puis la semaine suivante, il doit mettre Dyer et je ne sais plus qui, Dyer et Davis. Et puis il fait Davis-Emerson. Donc là, il est dans la panade pour l'instant défensivement, l'entraîneur, et il cherche des solutions, compenser Van de Ven et Romero. Je pense que c'est d'abord là que ça démarre, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. Puis après, le reste peut-être derrière aussi. La blessure de Madison. Exactement. Oui. Ça, vous en avez évidemment. Vous avez des blessures impactantes. Mais je pense que là où le problème, le bas blesse... Le back four. C'est le back four qui est complètement remanié parce que les blessés, quoi. Voilà. Alors qu'il était très solide. Oui. Ok, voilà. Ce sera une affiche intéressante Philippe, aussi. Oui. Pour les supporters de City qui ne s'inquiètent pas, Pep Guardiola a dit, parce que Jean-François rigole en disant qu'ils vont peut-être jouer le maintien, Pep reste s'ils descendent, donc... on ne le souhaite pas. Même en Ligue 1. Hein. Comme Buffon avec la Juventus il y a quelques années lorsqu'ils sont descendus en Serie A. On verra. On verra. Ok, allez, on va terminer cette émission avec le rappel du programme de cette 14e journée en intégralité. Goals of the Day, donc avec comme fil rouge Burnley-Sheffield, Nottingham Forest face à Everton, Newcastle, Manchester United. J'aurai le plaisir de commenter cette rencontre. Et puis le lendemain, Liverpool, Fulham, Chelsea, Brighton, City, Tottenham. Ça, ce sera avec Jean-François. Et vous serez sur Liverpool, Fulham. Intéressant aussi, Liverpool, Fulham. Et puis alors, on rappelle aussi, Christian, qu'on peut toujours se connecter sur l'application Discord et entrer en communication avec vous. Ce sera sur quel match ce week-end ? Ça sera le match principal, Manchester City-Tottenham, avec Bruno et Jean-François et tous nos abonnés. De plus en plus d'abonnés sur l'application ? Oui, de plus en plus d'actifs. Ça varie en fonction de l'heure du match et de la journée, mais voilà. Et on a toute une bande de fidèles là maintenant. On commence à. Est-ce que ce sont des supporters, Christian ? Est-ce que ce sont des supporters attachés à un club ou pas forcément ? Oui, c'est des supporters attachés à un club. Il y a ceux qui défendent Man United, il y a Arsenal. Ils sont tous en train de défendre leur club. Ok, n'hésitez pas donc à rejoindre Christian et Vision du Jeu sur cette application. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou X. Et quant à nous, on va se quitter. On se retrouve tous ensemble, mais chacun à sa place et chacun à son horaire le week-end prochain. Passez un bon week-end foot et pour le reste, pour PL Club, on se retrouve le jeudi prochain, pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye bye. Ce week-end, la Première Ligue aborde sa 14e journée. Samedi à 15h45, le Goals of the Day ouvre le bal avec Arsenal-Wolverhampton. Suivez en même temps les meilleurs moments de Brentford-Luton Town, ainsi que les plus belles actions de Burnley face à Sheffield United. À 18h25, direction Nottingham qui reçoit Everton. Et en soirée à 20h55, Newcastle défie à domicile les Red Devils. Dimanche, à 14h55, vous aurez le choix entre Liverpool-Fulham sur Sport World 1 et Chelsea-Brighton sur Sport World 2. Et à 17h20, place au choc du week-end entre Manchester City et Tottenham. Du samedi au lundi soir avec l'Europe des 11, bon week-end prolongé sur Sport World.